Aujourd'hui, je vous fais une présentation pour la toute première fois de ma vie. C'est une avant-première même. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Et donc, soit Sophie, soit Catherine, est-ce que vous pourriez m'aider? Parce que comme j'ai jamais fait, si au bout de, je sais pas, on va dire 20 minutes, vous pouviez me faire un signe genre ça va bien comme ça, je comprendrais qu'il me reste 10 minutes pour conclure. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler. Enfin, je vais essayer de vous emmener en voyage. Ça me semble approprié, sauf que c'est un voyage un peu vers le futur, finalement. Donc, chaque jour, vous êtes les architectes d'expériences inoubliables. Chaque jour, votre travail, c'est vraiment de créer des vacances, de transformer plutôt des vacances en souvenirs, de transformer des itinéraires en expériences de vie. Mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Cette tâche, ce travail devient de plus en plus complexe parce que, soyons honnêtes, attirer, surprendre, fidéliser nos visiteurs n'a jamais été aussi compliqué. En réalité, on a beaucoup trop d'offres qui se ressemblent. Nos voyageurs sont saturés, de plus en plus exigeants, et pour autant, ils déclarent, quand on regarde un peu les enquêtes, les différents sondages, toujours vouloir continuer de voyager, mais autrement. Alors, votre quotidien, c'est de gérer la pression de la concurrence, à la fois locale, mais aussi mondiale. C'est de faire face à des arbitrages parfois surprenants, et notamment des arbitrages budgétaires des voyageurs. Mais c'est aussi composer avec des critiques d'opinions, de médias, qui sont parfois assez acides à l'égard des professionnels du tourisme. Et puis, c'est de tenter, malgré tout, de créer ces fameuses expériences inoubliables. Alors, face à ce tableau qui est quand même pas très sympathique, j'ai voulu vous faire une sorte de petit cadeau, parce que je me disais que ça vous ferait du bien pour commencer. Alors, l'étude que je vais vous proposer aujourd'hui, que je vais vous présenter succinctement, elle fait 94 pages. Autant vous dire que ce n'est pas en 30 minutes que j'aurai le temps de tout vous présenter. Et donc, aujourd'hui, je vous offre la possibilité de télécharger l'intégralité de cette étude. Vous la trouverez nulle part sur le web parce qu'elle n'a été diffusée que de manière partielle. Et je ne rediffuserai pas autrement qu'aujourd'hui, à un autre moment qu'aujourd'hui, l'intégralité de cette étude. Donc là, vous avez accès directement à mon Dropbox personnel. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est plus jamais. Il faut bien que vous ayez quelques privilèges quand même. Alors, je vous le disais il y a quelques secondes, les clients, vos clients, n'ont jamais été aussi exigeants et demandent à voyager autrement. Alors moi, ça fait 20 ans, quasiment 20 ans que je travaille dans l'industrie du tourisme et ça fait quasiment 20 ans que j'entends que les gens veulent du autrement. Mais le autrement de 2005, quand j'ai commencé dans l'industrie, c'est pas le autrement de 2015 et c'est pas non plus le autrement de 2025. Donc on voit que finalement les priorités, elles changent. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander d'abord, qu'est-ce qui nous arrive? Pardon, j'ai un grand moment d'émotion parce que Loïc vient d'arriver. Bienvenue parmi nous, Loïc. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, donc je suis très émue. J'en perds mon micro. Ça y est, ça revient. Alors, qu'est-ce qui nous arrive et surtout, quelles sont les nouvelles priorités des voyageurs mondiaux? Alors, ce qui nous arrive après plusieurs années d'incertitude, c'est plutôt des bonnes choses, c'est-à-dire que les compteurs repartent à la hausse. On voit les recettes du tourisme international, elles sont estimées en 2024 à 1600 milliards de dollars américains, ce qui dépasse de 4% les niveaux de 2019. On voit aussi que les flux internationaux s'intensifient puisqu'on est à 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux dans le monde l'année dernière. Donc là, on est quasiment à 99% du niveau de 2019. Donc les voyageurs réaffirment
leur désir de mouvement, y compris sur du mouvement longue distance. Mais cette reprise, elle doit répondre à 4 enjeux majeurs. Alors, je vous les donne, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, c'est juste, voilà, je les énumère comme ça. Hein. Le surtourisme et la régulation des flux. Alors, sur le surtourisme, c'est parfois juste la perception de surtourisme, ce n'est pas toujours une réalité. Le deuxième, c'est la transition écologique. Le troisième, c'est la digitalisation et l'innovation. Et le quatrième, c'est tout ce qui touche à l'inclusion et à l'accessibilité. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un workshop consacré à ce sujet-là, donc je vous invite à y aller parce que je pense que ça va être super intéressant. Alors tout ça, évidemment, c'est intéressant. Et pourquoi finalement on a ces 4 enjeux ? Eh bien, c'est parce que d'ici à 2040, le nombre de voyageurs internationaux devrait grimper jusqu'à, donc vous le voyez là sur le schéma, 2,4 milliards d'arrivées internationales d'ici à 2040. Donc c'est absolument colossal. Et ça l'est d'autant plus qu'on traverse en ce moment une période de transition à la fois économique, mais aussi sociale et technologique, qui va créer une sorte de nouveau canevas où finalement la capacité à se transformer très rapidement sera la clé de la réussite. Finalement, c'est plus le fait d'être gros, puissant, d'avoir beaucoup de personnel, beaucoup de moyens financiers qui va faire la différence, mais c'est notre capacité à s'adapter très 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 vite à ce qui se passe autour de nous. Donc ça, je trouve que c'est une super nouvelle pour notamment tous les acteurs qui se sentent parfois un peu seuls parce que petits et pas forcément avec de gros moyens financiers. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'après Marc Halévy, qui est philosophe et physicien, tous les 550 ans, il y a dans notre monde une forme de rupture ou de révolution extrêmement puissante, ce qu'il appelle lui une mutation. Il détaille la disparition de l'Empire romain. Alors, j'étais pas très bonne en histoire, du coup j'ai noté les dates. En 476 après Jésus-Christ, la mort du dernier carolingien en 987 après Jésus-Christ, la chute de Constantinople, etc. Et donc, d'après Marc Halévy, c'est tout notre référentiel actuel qui devrait, d'ici une vingtaine d'années, être complètement balayé. Donc notre référentiel, c'est la démocratie, une forme de matérialisme très fort, et puis une forme d'égalitarisme aussi très importante qui devrait disparaître. Donc on vit en ce moment la fin d'un cycle. On a une forme de bifurcation, un changement de paradigme très fort qui, d'ici une vingtaine d'années, devrait éclore. Donc le monde de la modernité, qui est né à la Renaissance, eh bien, s'effondre sous le coup de 5 ruptures. La première, c'est la rupture des ressources. Alors, à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces 40 dernières années, je pense que je ne vais pas vous faire le discours sur le changement climatique et toutes ses conséquences. Donc, je vais passer assez vite sur cette rupture des ressources, mais on voit qu'elle s'épuise à très grande vitesse, alors que leur consommation et leurs besoins, eux, sont complètement exponentiels. La deuxième rupture, c'est la rupture des technologies. En fait, on est passé d'un monde qui était majoritairement dominé par des technologies mécaniques à un monde qui devient dominé par des technologies numériques. La troisième rupture, c'est celle des organisations. Le modèle pyramidal qu'on a connu et qui fonctionne très très bien dans des temps, on va dire, calmes, avec peu de surprises, avec une forme de stabilité et peu d'évolution, fonctionnait bien, sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde stable, calme et où il y a peu de surprises. D'ailleurs, en ce moment, d'un point de vue politique, j'ai l'impression qu'une fois par an, grosso modo, on a une instabilité majeure dans notre pays qui fait qu'on ne sait pas finalement à quelle sauce on va être mangé. On a aussi une rupture, cette quatrième rupture, du modèle socio-économique, où finalement ce modèle industriel, où l'objectif c'est une productivité maximum avec des coûts les plus bas possibles, eh bien ce modèle-là devient complètement obsolète. Et enfin, la dernière rupture, c'est la rupture des projets collectifs de vie. Et ça, c'est quand même particulièrement ennuyeux, c'est qu'en fait, l'humain ne peut plus, enfin c'est ennuyeux,
c'est compliqué, pardon. L'humain ne peut plus penser le monde uniquement au travers de sa petite personne, de manière très individualiste, et doit repenser le monde au travers du collectif. Alors vous allez me dire, bonjour la déprime, super, le tableau pour 2035. Mais rassurez-vous, en fait, face à ça, face à cet effondrement de ce monde-là, eh bien, nécessairement, il y a un nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et les grands axes majeurs de ce nouveau monde sont en fait, j'ai envie de dire, le pendant positif de tous les points négatifs que je viens de vous présenter. Donc c'est finalement une bonne nouvelle parce que ça nous fait 5 défis majeurs, très positifs, à intégrer dans nos vies futures. Alors le premier défi, c'est celui de la frugalité. C'est Pierre Rabhi qui... Ah, merci pour le chrono. Du coup, je vois plus ce qui s'affiche sur les écrans. Merci beaucoup. Donc, c'est Pierre Rabhi qui expliquait, qui parlait de la sobriété heureuse. J'aime énormément ce terme. En fait, la frugalité, eh bien, elle va devoir apparaître dans tous les pans de notre vie. Ça veut dire consommer moins, mais mieux, travailler moins. Ça me plaît beaucoup, mais mieux. Se déplacer moins, mais mieux. Se réunir moins, mais mieux. Peut-être voyager un peu moins, mais mieux, et peut-être même plus longtemps. Le deuxième défi, c'est celui de la néoticité. Alors, c'est un mot assez compliqué pour finalement parler de choses assez simples, qui est qu'il faut remettre les technologies à leur juste place. Donc ça veut dire par là qu'il faut arrêter d'être dans le tout numérique, mais repenser toutes les intelligences, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence de l'âme. Le troisième défi, c'est celle de la réticularité. Le troisième défi de la réticularité, c'est le fait qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe et qu'il nous faut de plus en plus aller vers une forme de simplicité, vers quelque chose où il y a moins d'assistanat aussi. Le quatrième défi, c'est celui de la virtuosité. En somme, on est quasiment condamné à aller vers l'excellence dans l'exécution de ce qu'on fait et dans le fait de se refocaliser vers l'utile. Et enfin, le dernier défi, qui est probablement le plus intime et le plus compliqué, qui est celui de la spiritualité, parce qu'il est plus que jamais indispensable de redonner du sens ou de donner du sens à ce qu'on fait, à la fois dans notre vie, mais de notre vie. Donc c'est autant de questions assez existentielles, assez fondamentales, pour lesquelles il n'est pas toujours simple de répondre. Et en tant que professionnel du tourisme, c'est notre responsabilité collective de répondre à l'ensemble de ces défis. Alors j'ai identifié pour vous un certain nombre de priorités sur lesquelles je vais passer, parce que le temps file, pour aller sur les tendances. Ma première tendance, c'est le fait que les visiteurs sont vraiment à la recherche de moments décisifs. Leurs vacances deviennent des moments pivots dans leur vie, à une époque où finalement beaucoup de séjours sont un peu dictés par Instagram, quasiment des parcours de vie sur Instagram. Mais à l'avenir, c'est pas tant des moments instagrammables qu'on recherche, c'est des moments qui sont mémorables, qui sont des pivots dans la vie de nos visiteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que le voyage, c'est plus une parenthèse, comme c'était à une époque dans nos vies, mais ça devient un rite de transformation, une forme de quête de sens pour sa vie, mais aussi pour ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apporter finalement au reste du monde. Donc le voyage devient comme une sorte de miroir, et quand on interroge notamment les millennials, donc ceux qui sont nés à partir de 1980, et la génération Z, donc les personnes qui sont nées à partir de 1995, eh bien déclarent voyager personnellement pour se transformer, comme si finalement on arrêtait la consommation des livres de développement personnel, mais qu'on allait faire des voyages pour vraiment trouver des réponses intimes. Donc on est vraiment sur la fin d'un tourisme générique, et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, plus qu'un service,
les destinations qui offriront des moments décisifs, qui arriveront à créer des expériences qui feront basculer des vies ou qui répondront à des questions extrêmement intimes, eh bien, seront les destinations qui sortiront du lot, qui seront plébiscitées par les touristes et qui fidéliseront aussi le plus possible leurs visiteurs. La deuxième tendance, c'est celle des solitudes et de la solitude et du silence, qui deviennent quasiment des nouveaux luxes. Alors, celle-ci, elle est très complémentaire à la première tendance, parce que très souvent, c'est dans le silence et dans la solitude qu'on trouve la réponse ou les réponses à nos questions les plus intimes. Et on voit qu'elles s'inscrivent aussi dans un cadre où nos visiteurs et nos vies d'une manière générale sont de plus en plus bruyantes, pleines de foule, avec une connexion permanente à Internet. Et au fur et à mesure, eh bien, finalement, le véritable luxe, ça devient d'offrir du vide, du silence et la capacité à retrouver une forme d'intimité. Alors, attention, pour ça, il faut que la solitude, elle soit choisie. Si elle est subie, c'est pas du tout la même expérience. Et donc, dans ce cadre-là, je vous donne 2 chiffres clés. On a 63% des membres de la génération Z et 59% des millennials qui plébiscitent les voyages en solo pour vivre, je cite, un tête-à-tête avec elle-même et la nature. Et on voit aussi que, dans ce cadre-là, le silence est vécu comme une ressource précieuse, quelque chose de rare, qui d'ailleurs inspire des labels. Et on voit aussi des infrastructures, je pense notamment les infrastructures hôtelières, complètement repenser leurs resorts pour s'assurer qu'on a des zones de silence et puis des zones plus festives, plus animées. Donc, la solitude, loin d'être une forme de tristesse, eh bien, elle est vécue comme un espace qui est fécond, comme un espace utile pour retrouver une forme de pleine présence, de pleine conscience à soi et aux autres. Je voulais vous donner un exemple très concret, qui est celui des Folly Collection. Donc, ce sont, là, je vous ai mis une image de l'une de leurs villas. Les Folly Collection, elles se sont développées aux États-Unis, principalement en Californie, en Arizona et dans l'est des États-Unis. Donc, on voit, c'est une architecture assez grandiose. Ici, on est dans le désert sur l'image de Mojave. Et il y en a aussi dans le parc national de Joshua Tree en Californie. Et les clés finalement du succès de ces hébergements, c'est une technologie qui est la plus discrète possible, elle est même quasi inexistante. Des services qui sont ultra personnalisés. Il y a aussi une gastronomie particulière et puis beaucoup de soins de bien-être holistique qui sont proposés aux clients. Et ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est que finalement voyager solo, c'est plus marginal, mais ça devient une forme de réponse contemporaine à notre hyper-connectivité. Et finalement, ça dit quelque chose de cette double génération, la génération des millennials et la génération Z, c'est qu'elle a compris que pour aller plus loin, il faut parfois, mais pas tout le temps, il faut parfois partir seul. La troisième tendance, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont envie de partir seuls, il n'y a pas que des gens qui ont des questions existentielles, eh bien, c'est une tendance pour des personnes qui aimeraient partir en famille ou qui aimeraient partir... Oh, bah merci, c'est gentil. Avec leur tribu, où là encore, on voit trop d'offres qui malheureusement se ressemblent parce que trop standardisées et finalement assez interchangeables. Alors, d'ici à 2035, eh bien, la clé, c'est de donner accès à des récits qui sont fondateurs, à des légendes locales pour recréer un imaginaire collectif. Et à ce titre, quand j'étais venue il y a 2 ans, il y a un guide, Sophie, tu as édité son livre et son nom m'échappe, est-ce que tu peux me rappeler ? Clovis Etchiandas, qui m'avait complètement bluffée dans son approche et dans cette capacité à partager toutes les légendes locales, toutes les histoires du pays. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié son intervention et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de faire une visite avec lui d'ailleurs. Donc on est complètement là dans l'exécution de cette tendance autour des mythes. Où finalement, aujourd'hui, on a une influence des enfants qui est extrêmement forte à l'égard de leurs parents sur le choix de destination. Et on voit qu'on a aussi des parents qui ont envie d'avoir des séjours qui soient à la fois immersifs, spectaculaires, mais qui soient aussi initiatiques, tant pour eux que pour leurs enfants.
Donc il y a un certain nombre de mises en œuvre qui sont assez intéressantes et je voulais vous parler notamment de ce que fait Black Tomato, qui est une agence britannique qui est spécialisée dans les expériences ultra personnalisées et qui, notamment pour la destination Grèce, propose un programme qui s'appelle Hercules, avec un concept qu'ils appellent Bring Back the Myth, où l'idée c'est que les voyageurs partent à la rencontre des récits de la mythologie grecque, des légendes, des dieux et des personnages de cette mythologie, où chaque membre de la famille incarne quasiment un personnage et va à la rencontre de la Grèce, pas uniquement pour ses paysages ou sa gastronomie, mais va à la rencontre de toute cette histoire, y compris sur des éléments extrêmement forts des piliers de nos sociétés actuelles. Et notamment, donc les voyages sont conçus vraiment comme des épopées, comme une aventure, il y a même un voyage qui repart sur les traces d'Ulysse, du grand voyage d'Ulysse, et chaque visite donne lieu à une rencontre. Donc, par exemple, vous avez une rencontre au Parthénon avec un ancien politicien qui va vous raconter comment la démocratie est née et comment, à l'époque, se vivait la démocratie par rapport à aujourd'hui. Vous allez avoir des visites d'arènes avec des anciens, on est toute notre vie, des Olympiens, donc quand on a un titre olympique, on l'a pour sa vie entière, et qui vont faire revivre finalement ce qu'étaient les Jeux Olympiques à l'époque et ce qu'ils sont aujourd'hui, et comment les valeurs de l'époque sont passées, certaines, mais pas toutes, sont passées, et comment aujourd'hui les Jeux Olympiques sont réinterprétés. Donc on a toujours un voyage entre le passé et le futur qui est très intéressant et qui permet finalement de faire comprendre, à travers ce voyage à la fois physique mais aussi narratif, des valeurs extrêmement fortes, à la fois pour les parents mais aussi pour les enfants. Alors, face à cette standardisation des voyages, on voit les voyages mythologiques qui offrent une narration, une forme de cohésion, de transmission, mais aussi qui transforment les vacances, non seulement en moment de détente, mais aussi en moment initiatique, avec des récits familiaux extrêmement forts. Alors tout ça c'est bien, mais je l'ai dit en introduction, on a une pression écologique qui est de plus en plus forte. Et la quatrième tendance qui me semblait pertinente pour votre territoire, c'est celle de la récompense durable. Alors, aujourd'hui, beaucoup des récompenses sont des récompenses en fait matérielles. Ça peut être un soin au spa, une coupe de champagne, des goodies, très bien. Sauf que aujourd'hui, et encore plus en 2035, la véritable récompense, c'est une récompense d'ordre émotionnel. C'est le sentiment, finalement, d'avoir contribué à faire en sorte que chaque destination dans laquelle on va, eh bien, reparte dans un meilleur état que celui qu'on a trouvé quand on est arrivé. Donc, c'est cette notion de régénération qui rentre ici en ligne de compte. Et on voit un certain nombre de destinations comme ça qui jouent sur la gamification, qui jouent sur une transformation des mentalités de manière douce, de manière ludique, pour améliorer les pratiques. Alors, je voulais vous donner un exemple qui est celui de Copenhague, qui a mis en place l'année dernière le programme Copenpay, où finalement ils ont complètement transformé quelque chose qui peut, on peut considérer que c'est pénible, en quelque chose d'assez fun. Et finalement, c'est un peu le retour de la carotte et du bâton, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, le principe, c'est que vous avez une application, c'est la première photo duo à télécharger, et vous avez accès à un peu plus d'une vingtaine d'activités qui sont offertes. Elles ne sont pas gratuites. Elles sont offertes. Chez les marketeurs, c'est très, très différent. Et elles permettent finalement, par exemple, là, je vous ai mis le cas sur la photo du kayak, où vous avez donc accès à un kayak pendant 1h30 pour vous balader sur les canaux de Copenhague. Et quand vous voyez un déchet, je ne sais pas si vous voyez entre les deux personnes, il y a une petite poubelle verte. Et à l'intérieur, il y a une sorte de pince qui permet d'attraper les déchets et de les mettre dans la poubelle. Comme ça, vous avez un certain nombre d'expériences qui vous permettent de
jardiner, de vous déplacer à vélo, etc., de faire en sorte que la destination se régénère le plus possible et de manière à la fois ludique mais aussi pertinente en matière de tourisme. Donc la véritable récompense d'ici à 2035, eh bien, ce sera le sentiment d'avoir contribué à un impact positif plutôt qu'à une consommation qui est purement matérielle. La 5e et dernière tendance que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle que j'ai appelée frugale et fière. Alors, c'est un peu dans la même veine que la précédente. Longtemps, la frugalité, elle a rimé avec privation. Aujourd'hui, voyager plus simplement, c'est quasiment devenu un style, c'est quasiment devenu un élément de distinction et d'authenticité. J'ai une étudiante un jour qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit oui, c'est une vibe. Ça m'a fait rigoler. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est que, alors je vous donne quand même 2 chiffres clés, hein, c'est le Wall Street Journal qui explique qu'à l'échelle mondiale, 26% des voyageurs réduisent leurs dépenses touristiques et 31% des millennials le font aussi. Donc on a un ralentissement budgétaire, vous l'avez probablement senti cette année et l'année dernière, qui ouvre la voie à des voyages qui sont plus inventifs, plus locaux, mais aussi plus intentionnels. Et donc peu à peu, on voit des gens qui revendiquent le fait d'être plus malins, de dépenser moins ou de dépenser de manière plus qualitative leur budget en vacances. Donc il y a une forme de réécriture des priorités. C'est ce que les Américains appellent le thrift travel, donc une sorte de voyage à l'économie, le moins mais mieux dont Sophie vous a parlé tout à l'heure, qui est à la fois une source de fierté et quasiment une source de style, où on va essayer de démontrer notre capacité à nous adapter. Oui, j'ai vu que le temps était écoulé. Je vous remercie. Je conclus très rapidement. Du coup, je n'ai pas vu si j'avais passé ma slide ou pas. Merci. Voilà. Et je conclus très rapidement pour vous dire que le futur du tourisme sera incarné ou ne sera pas. Et l'enjeu du tourisme d'ici à 2035, c'est à la fois d'être éthique, mais aussi d'être climatique. Donc le voyage, je vous l'ai dit, ne sera plus une simple parenthèse, ce sera un révélateur. Et si vous voulez, moi je considère qu'on est aujourd'hui à un carrefour et que vous pouvez continuer à faire comme avant, mais finalement vous allez devenir vous allez susciter l'indifférence. Et vous pouvez aussi, c'est l'autre option que je vous propose, devenir un moment décisif dans la vie des gens. Et je voudrais vous inviter, dans les 48 prochaines heures, à sélectionner une expérience, une initiative sur vos territoires respectifs et à réfléchir à comment vous pourriez mettre cette expérience en narration, comment vous pourriez la transformer en un récit qui soit à la fois un révélateur, mais aussi mythique et aussi iconique pour vos visiteurs. Et je terminerai là-dessus. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je le redis parce que c'est vraiment le point à retenir de cette intervention, le futur du tourisme, il n'appartient pas aux plus gros, à ceux qui ont le plus de moyens, le plus de personnel, le plus de structures. Il appartient vraiment aux plus audacieux. Et ça me donne énormément d'espoir pour l'ensemble des professionnels du tourisme à La Réunion. Et je vous dirais que ce n'est pas le voyageur qui change le monde, mais c'est nous, les professionnels, qui changeons le monde et qui allons changer les voyageurs. Merci beaucoup.